Bonjour à tous, bienvenue sur Fulgure Europop. On se retrouve une nouvelle fois pour notre podcast avec Aurélien. Bonsoir Aurélien. Bonsoir les amis. Jérôme, c'est Jérôme. Salut! Et l'inénarrable Nico qui est toujours là. Salut. Putain, j'ai eu peur qu'il ait raccroché. Et on se retrouve donc pour parler ce soir de Batman, avec bien entendu un axe peut-être jouet, mais surtout un axe film, parce que ce sont les films de Batman qui, moi, personnellement, m'ont fait tomber dedans en 1989 avec l'œuvre de Tim Burton. Je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant. Aujourd'hui, on apprend au moment où on enregistre notre podcast le décès de Joel Schumacher. On apprend aussi que Michael Keaton serait peut-être de retour pour reprendre son rôle dans Flashpoint. Alors, Batman au cinéma, c'est plutôt bien, c'est plutôt raté, ça dépend, il y a eu tellement de versions. On voit ça tout de suite avec des spécialistes et surtout des fans de Batman. Alors Jérôme, toi qui es un gros fan de Batman, raconte-nous un peu quelle est ton impression, quel est ton film Batman préféré? Ah bah écoutez, là vous me prenez de court, que dire? Non, mon film préféré, ça reste le film de Tim Burton, ouais. Le premier Batman de Ouais, 89. premier Batman. Ouais. Toi Nico? Je suis très mitigé entre les deux de Burton. Et alors, je sais que je vais me faire jeter des pierres dessus. Mais Vas-y. j'ai un affect particulier pour justement le Batman et Robin de Schumacher que j'ai beaucoup aimé. Pour certains points. Mais j'en parlerai plus précisément tout à l'heure. On fera ça pendant ton procès. Aurélien? Ouais. Alors moi de mon côté, ça va être le réalisme de ceux avec Christian Bale et je vais prendre évidemment The Dark Knight qui est pour moi le meilleur film de Nolan, même tout film confondu. C'est pas faux. Moi, je vais vous dire, c'est Batman Returns. C'est le deuxième Batman de Burton que je trouve vraiment très bien maîtrisé, que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que tous ces univers-là sont très différents, que ce soit les quatre premiers autour des premiers films Warner et ensuite la reprise par Nolan et encore le reboot d'ici au cinéma avec Batman vs Superman et ensuite Justice League. Ce sont des univers... et aussi dans Suicide Squad qu'intervient aussi Batman, sont des univers visuels très différents qui ont été offerts par la Warner sur une période de 30 ans. Et moi, je dois avouer que le côté réaliste, justement, t'en parlais Aurélien, le côté réaliste de Nolan, autant je l'ai moins perçu dans Batman Begins et que j'ai beaucoup aimé, autant dans les deux suivants, j'ai trouvé ça un peu trop réaliste. Et pour moi, Gotham qui ressemble trop à New York, c'était pas trop Gotham, c'était plus... c'était limite plus Metropolis que Gotham, mais c'est vrai que il a fait de très très bons films, Nolan, et le Dark Knight dont tu parles avec Heath Ledger dans le rôle du Joker est vraiment exceptionnel, et peut-être même plus pour le méchant que pour le gentil en fait. Je sais pas, dans les films Batman, je pense qu'on arrive à les distinguer en fonction des méchants plus qu'en fonction des histoires. C'est une impression que j'ai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi j'ai envie de dire que en fait, je reprends ton idée. Pour moi, un film Batman, avant de voir Batman et l'acteur qui le joue, effectivement, je pense tout de suite aux méchants. Je crois qu'ils sont tous très différents, tu as raison, je te rejoins. Mais il y a quelque chose qui les rejoint tous, il y a un fil conducteur qui les relie tous entre eux. C'est qu'à chaque fois, que ce soit Nicholson, Danny DeVito, ensuite Heath Ledger, de nouveau en Joker, et j'en passe et j'en oublie au milieu, à chaque fois le méchant, c'est un grand acteur, même si le film parfois est un peu raté, parce que moi, contrairement à Nico, Batman et Robin, c'est vraiment pas mon préféré. Mais le méchant, c'est quand même Schwarzenegger. Dans celui d'avant, on avait Jim Carrey. Et je crois que vraiment, ce qui me fait penser tout de suite à Batman, c'est le méchant. Et pourquoi j'ai mis Batman The Dark Knight en premier? Déjà parce que je trouve qu'au niveau de la construction du film, en tant que film et en tant que projet narratif, c'est le meilleur. Après, j'avoue que les Tim Burton, moi, j'ai aussi un gros affect avec au niveau de la... Là, c'est plus au niveau visuel, hein, pour ce qu'offre Tim Burton au niveau visuel en tant que cinéaste. Mais si vraiment on va sur la narration, le Dark Knight de Nolan, c'est un film extraordinaire, hein. Pour moi, c'est un des meilleurs films
des 20 dernières années, même si on ne prend pas que les films de super-héros, hein, en tant que film, c'est un des meilleurs films des 20 dernières années. Et en plus, Heath Ledger en Joker, c'est quand même vraiment extraordinaire, puisque moi, à mon sens, il a même réussi à surpasser Jack Nicholson, ce qui était déjà extraordinaire en Joker. Et vous, vous êtes plutôt branché Batman ou méchant alors, Nico, Jérôme? Vas-y, Nico. Géronimo, je t'en prie. Ah, moi, alors, C'est des politesses. Vas-y, Allez. vas-y. je crois qu'il y a une expression qui dit on voit la valeur d'un homme à ses adversaires. Et ça, ce qu'a dit Aurélien, il a très bien résumé en fait. C'est-à-dire que Batman, c'est pas juste un méchant qui sera iconique. Ça sera, si on commence à regarder un peu plus en détail, voilà, on va sortir du contexte cinématographique, mais on s'aperçoit qu'il y a des méchants qui sont de très très bonne qualité. Et c'est ce qui va permettre de mettre Batman aussi en valeur quelque part. Pour revenir sur l'arc de Nolan, pour moi, là où il réussit le tour de force, c'est de rendre crédible un Batman qui pourrait exister. Il le rend réaliste. Et ça, c'est pas évident. Alors après, c'est vrai qu'on peut tiquer sur, alors oui, sur le physique de Christian Bale, qui n'est pas grande de taille, qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela. Mais ça reste quand même intéressant, déjà en termes de prestations. Aussi, l'interprétation de Heath Ledger. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré la relation qu'il y a entre Batman et Alfred. Il y a beaucoup d'approches que j'ai aimées. Il y a beaucoup de points de vue de la part du réalisateur que j'ai adoré. Comment ça s'appelle la Batmobile? C'est pas une Batmobile avec un look un peu à la Tim Burton ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se dit que oui, effectivement, ça pourrait être une Batmobile qui pourrait exister. Donc voilà, et en plus, je vais mettre aussi mettre 2 points en évidence sur cet arc. C'est premièrement, très beau casting. Franchement, il n'y a rien à dire. Super casting. Et après, mince, la bande originale. Là, j'ai oublié le nom du compositeur, mais ouais, il m'a régalé. Il m'a régalé. D'ailleurs, c'est le même compositeur qu'on retrouve sur les films de Snyder, donc que ce soit Batman vs Superman. Il y a eu aussi Man of Steel que j'ai adoré. Donc oui, 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 complètement. Moi, je suis d'accord avec Aurélien. Après, c'est vrai que pour revenir euh, au film de Tim Burton, alors c'est vrai que moi, visuellement, c'est phénoménal, c'est super. Là, on est dans le Gotham, on est dans la noirceur, on est dans le sombre. Le jeu de regard de Michael Keaton quand il a son costume, voilà, il dit tout avec ses yeux. C'est ça qui me regarde. Un peu comme Tom Hardy quand il est grimé avec le costume de Bane. Alors, si on fait attention, c'est vrai qu'il y a la carrure et le physique, mais il communique beaucoup avec le regard, j'ai remarqué. Donc voilà, le film de Tim Burton, c'est par là où tout a commencé. Et après, dernier point par lequel je vais conclure, j'ai eu la chance de voir de très très près la Batmobile qui était exposée l'année dernière au Corbusier à Marseille. Elle est fantastique, elle est magnifique. Et ça y joue. C'est pas pratique pour se garer avec, hein, Non. sur les créneaux. Non, là, tu es obligé de sortir et de tourner la tête pour regarder où tu vas. Ouais, débat rétro. Alors, évidemment, Batman, il est indissociable des ennemis pour plusieurs raisons, parce que, comme tu l'as laissé entendre, Geronimo, il est révélé par les ennemis, il existe à travers les ennemis. Donc, les ennemis ont une place comme ça de catalyseur, et plus l'ennemi a une aura importante, et plus il est diabolique, et il dégage une image de prédateur, plus Batman se révèle aussi grandiose à côté. Et ça, c'est déjà intéressant. Dans le rapport aussi avec les ennemis, c'est particulier. Il y a l'opposition stricte, et puis parfois, il y a une espèce de connivence qui se crée. Je pense à Catwoman. Il y a une espèce d'ambiguïté. Je ne suis pas spécialiste de Batman, loin de là, mais je retiens ça aussi dans la nuance qu'on peut faire sur le rapport avec les ennemis. Moi, il y a un ennemi que j'aime beaucoup de Batman, c'est Bane. Et c'est ce qui me fait aimer, entre guillemets,
le film de 97 de Schumacher, parce que il est évidemment caricatural au possible, ce film, il est détesté, ce que je comprends tout à fait. J'en parle avec l'affect, donc je suis de parti pris et je suis absolument pas rationnel. Mais j'ai toujours rêvé en fait de voir une transposition de Bane au cinéma. Et, euh, et voilà, le film de Schumacher, c'était la première occasion. Et alors, le profil du personnage, il est absolument pas celui des comics. C'est un fin stratège. Bane, c'est loin d'être une brute épaisse euh, débile. Il est un peu traduit comme ça, même totalement traduit comme ça dans le film de Schumacher. Mais physiquement, voilà, il y avait quelque chose qui me séduisait. C'était de mémoire un catcheur qui s'appelait Jeep Swenson, je crois, qui avait fait le rôle. Et c'est un type qui fait, je sais pas, peut-être 140 kilos. Enfin, c'est une armoire à glace. Et avec le maquillage et la cagoule, le petit tuyau pour le venin. Et voilà, j'étais séduit par ça. J'aime beaucoup moins, même si le personnage est mieux traité sur le plan psychologique, la version de Tom Hardy de Bane. D'abord, physiquement, je trouve que ça colle pas, même si Tom Hardy, il est balèze au niveau des proportions, on est largement en deçà. Et ensuite, pour un film qui se veut quand même sérieux, là où celui de Schumacher était beaucoup plus dans l'entertainment, beaucoup plus dans le divertissement, pour un film qui se veut sérieux, le traitement de Bane, ça correspond pas aux origines du comics, c'est un peu particulier les origines, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un attachement un petit peu particulier au film de Schumacher. Je l'ai vu au cinéma en 97, donc ça joue aussi. Et voilà. Mais les films de Burton, de toute façon, restent dans mon cœur. Et je partage pas l'avis d'Aurélien parce que, alors c'est peut-être un peu simpliste ce que je vais dire, mais la version de Heath Ledger, elle est dans une continuité, dans une brèche qui a été ouverte par Nicholson. Et moi, j'ai toujours tendance à contextualiser les choses parce que ça compte beaucoup dans l'analyse. Nicholson, quand il fait sa version du Joker, avant, il y avait la version de 66 et terminée. Et la version de 66, César Romero. ouais, elle a tout un tas de qualités, mais je veux dire, voilà, Nicholson transcende de ça, et on sait que c'est un acteur qui joue parfaitement la folie. Dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, dans Shining, il a ce don-là de. Je pense même que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de déluré ou qui doit avoir une espèce d'excentricité, j'en suis convaincu. Il transcende le rôle et il ouvre une brèche et il est toujours, je ne veux pas être caricatural, mais toujours facile, une fois que la brèche a été ouverte, d'avoir derrière une continuité qui peut être tout aussi intéressante. Hein. La version de Ledger, elle est exceptionnelle, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je retiens quand même Nicholson. Je t'écoute, pardon. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi parce que le cheminement entre Nicholson et Ledger est pas toujours évident, mais moi là où je te rejoins, c'est sur notamment deux, trois trucs que Heath Ledger développe dans son interprétation du Joker, c'est quand il passe de une espèce de folie à un côté no nonsense, super sérieux à un moment. Où ça casse un peu le délire. Il y a une espèce de changement de rythme qu'il sait faire et que savait faire, enfin que sait faire aussi Nicholson et que fait Nicholson aussi dans son interprétation du Joker que j'ai toujours trouvé remarquable. Et je te rejoins aussi sur le fait que le fait d'avoir vu au cinéma un film te marque plus. Parce que moi, le film que j'ai vu, donc Batman en 89 au cinéma, j'avais 12 ans, c'était le premier film que j'allais voir en tant que gamin, que collégien, au cinéma. Ouais, c'est marquant. En étant tout seul, quoi, en étant avec des copains. Et pas avec les parents ou pas avec les trucs. Et c'est très marquant. Et c'est vrai que pour moi, que ça soit la BO, pourtant elle était chiante, on en a bouffé hein, du Prince, du machin, Batman par-ci, Batman par-là. C'était un des premiers rouleaux compresseurs comme ça qu'on avait en marketing, c'était terrible. Mais gamin, moi j'étais dans la cible pile poil, quoi. Donc c'était vraiment, j'en ai vraiment mangé avec envie, moi. Et c'est un phénomène que je rejoins effectivement, l'attachement affectif à certains films. Ça tient pas à grand chose des fois, juste à une période, à une époque à laquelle tu es plus sensible et auquel tu es pile poil dans le cœur de cible marketing et tu te prends pleine face. Et c'est vrai que ça marque. Tout ça pour dire que pour le coup, Batman. Et peut-être, si on prend la théorie de Jérôme sur les ennemis, Batman est peut-être le meilleur super-héros, au moins au cinéma, parce que la plupart des films de super-héros pêchent beaucoup par leurs adversaires. Mis à part le Superman avec
le Lex Luthor de Christopher Reeve, enfin avec Christopher Reeve et le Lex Luthor Gene Hackman, j'ai pas beaucoup de souvenirs de super-héros qui ont un ennemi à la hauteur de ceux que rencontre Batman en général, et avec des acteurs de la même trempe que ceux qu'affrontent que ceux qui incarnent les ennemis de Batman, que ce soit, on les a cités, hein, mais il y a Tommy Lee Jones, il y a Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Uma Jack Thurman. Nicholson. Comment? Uma Thurman. Uma Thurman pour Poison Ivy, Marion Cotillard. Alors, Non, moi, je voudrais juste si vas-y. faire une petite parenthèse sur Marion Cotillard. Il y a des gens qui se sont moqués, et à juste titre, de la scène finale quand le personnage de Talia al Ghul décède. Ouais. Moi, je vais me faire son avocat. Je suis désolé, mais derrière, quand tu joues une scène et que cette scène apparaît dans le film, c'est que derrière, tu as un réalisateur qui a validé la scène. Ah ouais, Donc, on est moi, je trouve d'accord. que c'est injuste. Non, mais au moins, ça me permet un peu de remettre un peu les pendules à l'heure, mais moi, je trouve que c'est injuste de s'en prendre à Marion Cotillard. Et dans ce cas-là, c'est Nolan qu'il faut blâmer. Ah, mais je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs. Je ne sais pas s'ils étaient en retard sur le planning de tournage, mais il y a un Entre truc qui ne ça va et pas qu'elle dans était cette scène. enceinte aussi sur le tournage, Mm. ouais, ça peut Mm. peut-être y jouer, mais voilà. Après, je voudrais juste revenir pour appuyer un petit peu plus mon argument de tout à l'heure. L'avantage aussi qu'on a avec les ennemis de Batman, c'est qu'ils sont très variés et qu'ils vont pouvoir mettre en avant, en évidence, les qualités de Batman. Ça peut être des qualités physiques, ça peut être des qualités de combat, ça peut être aussi des qualités intellectuelles. Par exemple, je pense au Sphinx, des qualités d'enquêteur aussi. Et à ceci près que Batman, c'est peut-être le seul super-héros à ne pas avoir de super-pouvoir aussi. Exactement. Oui, oui. C'est ce que je voulais dire. Vas-y, go. C'est le exactement moment. ce que je voulais dire. Je rebondis sur ce que tu dis, Jérôme, parce que effectivement, si les super vilains de Batman sont si charismatiques, est-ce que c'est pas parce que finalement Batman, lui, attention, je vais pas le critiquer, moi voilà, je le dis, c'est mon super-héros préféré, en numéro 1 de très loin. Mais comme il n'a pas de super pouvoir, est-ce que du coup, ces super vilains qui, eux, en ont, pour certains d'entre eux, ça les met pas encore plus en valeur? Et même dans les comics, parce qu'on parle des films là, et on dit que dans les films, c'est lui qui a les meilleurs super vilains, mais est-ce que même dans les comics, il y a un super-héros, à part peut-être Spider-Man, qui a autant de super vilains qui lui sont opposés, aussi charismatiques? Moi, je crois pas. Je pense que Batman, c'est celui qui en a le plus. Et ensuite, je voulais redire quelque chose par rapport à Nicholson, parce que Nico disait très justement que c'était un acteur qui était excellent dans sa manière d'incarner la folie. Et tu as cité Shining et Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et moi, je trouve que dans ces deux films, il me fait plus flipper, il me fait plus peur en tant que psychopathe que quand il incarne son Joker dans Batman. Or, Heath Ledger, lui, là où je suis pas d'accord avec toi, Nico, quand tu dis que juste il a poursuivi dans la brèche qu'avait ouvert Nicholson, c'est que je trouve que Nicholson, en fait, il joue un Joker psychopathe, certes, mais tu sais, un peu cabotin aussi. Il s'amuse beaucoup, il rigole. Alors qu'Heath Ledger, lui, tu sens vraiment. Moi, vraiment, quand je vois ce film, il me fait peur. Mais il me fait pas peur dans le sens au niveau des images qui sont véhiculées par Nolan, tu vois. Au niveau des images, je pense que ce film, d'ailleurs, je crois qu'il est interdit au moins de 12 ans à peine, peut-être même pas, je suis même pas sûr. Et moi, j'ai jamais voulu le montrer à mon fils encore qui a que 10 ans, parce que je trouve que Heath Ledger, dedans, il arrive à véhiculer quelque chose qui peut vraiment être flippant pour un enfant, mais même à la rigueur pour un adulte, alors que Nicholson, je peux lui montrer le film avec Nicholson en Joker, je suis persuadé qu'il fait moins peur, tu vois. Ah, complètement. C'est mon Le film de idée. Nolan est très sombre aussi, hein, c'est une certitude. Hein. Le traitement graphique aussi de Bien Burton sûr. et de Nolan font que tu as une distanciation avec l'œuvre parce que ça fait plus cartoon, plus comics le traitement de Burton que le traitement réaliste de Nolan aussi. Je rejoins Bien sûr. là-dessus. Et Bien sûr, pour même dire aussi fantastique. quelque chose sur Gotham City, quand vous disiez que le Gotham City de Nolan, il était trop réaliste, je suis d'accord pour le Dark Knight et Dark Knight Oui. Rises, mais par contre pour Batman Begins,
Il est Pour parfait. moi, la scène avec le métro aérien, pour moi, c'est le meilleur Gotham City que j'ai jamais vu. Il devance même pour moi, alors que j'adore Burton, hein, c'est un de mes réalisateurs préférés. Mais pour moi, il fait un Gotham City burtonien qui est génial, hein, j'adore. Mais pour moi, le vrai Gotham City, ce qui se rapproche le plus du Gotham City tel qu'il est dans mon esprit, hein, donc c'est extrêmement subjectif, pour moi, c'est celui de Batman Begins. Il est extraordinaire, ce Gotham City. Je suis entièrement d'accord sur la qualité visuelle du Gotham City de Batman Begins qu'on ne retrouve pas après dans les deux autres de Nolan. Et je trouve que c'est bien dommage qu'on ait perdu ce trait de caractère de la ville. C'était Moi aussi, un vrai plus. C'est regrettable, très regrettable. tout à fait. Et déjà, la plupart du temps, ça se D'ailleurs, passe. Batman Begins est très, 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 très sous-coté, je trouve. Je l'ai Ouais. revu il n'y a pas très longtemps, je me suis refait la trilogie. Et Batman Begins est vraiment un excellent film, hein, je trouve. Il y a plein d'éléments, que ce soit visuellement, du storytelling ou du point de vue de jeu d'acteur, où il y a des choses vraiment exceptionnelles. Michael Caine. Ce qui a fait peur à celui-là, je pense que c'est le Ouais. fait que Batman, en tant que tel, hein, je ne parle pas de Christian Bale au début du film, mais Batman en costume n'arrive qu'au bout d'un très 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 long moment dans le film. Et en fait, je pense que pour le grand public, mais je ne dis pas ça de manière péjorative, hein, mais pour le grand public, je pense qu'un super-héros qui arrive avec son costume pas avant la moitié du film, voire peut-être même plus, je crois, dans Batman Begins, c'est trop long. Et il y a aussi la question du retour en arrière, enfin du flashback, qui est un peu longuet, je trouve, avec le Christian Bale jeune. Enfin bon, il y a un problème léger problème de rythme, et le fait de refaire une origin story, enfin de la faire parce qu'elle n'avait pas été faite jusqu'ici, l'origin story véritablement de Batman, à part au tout début de... Enfin, c'est même pas une origin story dans le Batman de Tim Burton. T'as la scène du traumatisme et après, bim, t'as Batman. Voilà. Ce qui n'est pas exactement pareil que ce que fait Nolan avec Batman Begins, où il part sur la création du personnage de Batman par le jeune Bruce Wayne qui veut se venger. C'est mis en quinconce, justement, je pense, pour éviter de rallonger encore le film. Mais Ouais, moi, probablement. c'est vrai que la première fois, ça peut être un peu compliqué à suivre et à comprendre. Après, une, deux, trois fois. Bon, après, il faut avoir envie de les revoir, hein. Moi, ça ne me dérange pas. On n'était pas encore habitué à ce genre de film quand il est sorti, qui prend le temps de raconter comme ça l'histoire et de revenir en arrière dans l'histoire d'un super-héros. Je suis sûr que Begins sort aujourd'hui, alors qu'on est un peu plus habitué à ça. Je suis sûr qu'il fait un carton. C'est une possibilité. Oui. Mais il n'a pas tant démérité que ça à la sortie Begins, non? Enfin, j'ai pas un souvenir. Non, je pense que c'était même très honorable. Après, ça n'a pas non plus crevé l'écran, mais ouais. Après, oui, je suis d'accord avec ton propos, Aurélien, de dire c'est un film qui est sous-coté. Moi, j'ai adoré l'approche. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Batman au cinéma qui traite vraiment de son origine, que ce soit la traumatisme de l'enfance, non, parce qu'on l'a vu auparavant, mais de voir toute la formation de Bruce Wayne auprès de Ducard qui s'avérait être en fait Ra's al Ghul. Le spoiler. Ouais, je sais, ouais, ça va. Il y a Ça en après, je peux y aller. Il est sorti il y a 15 ans, le film. Comment ça, Batman, c'est Bruce Wayne? Alors, il était une fois. Là. Et puis, j'avais beaucoup aimé aussi le costume. Je trouve que ça lui donnait un peu plus de puissance et de férocité au personnage. Et après, quand tu sais les petites anecdotes, que tu te dis, alors tu découvres le comédien torse nu parce qu'il fait des pompes, tu vois un peu baraqué, et que tu apprends que Christian Bale, il y a 6 mois, il n'était pas plus épais qu'un cure-dent pour un autre film, ah ben là, tu dis chapeau. Hein. Moi, je dis chapeau. Ah, tu sais, Et puis, c'est le film qui m'a fait découvrir Christian Bale. Moi, c'est un acteur que j'adore. c'est vrai. Moi, j'ai du mal avec lui. Depuis American Psycho, j'ai vraiment du mal avec lui. Je l'ai redécouvert récemment dans Hostile, que j'ai trouvé vraiment remarquable, un western sorti l'année dernière. Je t'invite à voir Fighter. Il a décroché l'Oscar du second rôle. D'accord, écoute, je regarderai, c'est noté.
Merci pour la recommandation. Mais ce qui m'amène à penser, là, tout ce qu'on dit quand même, c'est certes, il n'a pas de pouvoir Batman, c'est peut-être ce qui le rend le plus intéressant. Il a des ennemis très intéressants, enfin très variés et qui lui offrent des challenges très différents, à la différence, que ce soit dans les comics ou dans les films, hein, d'autres super-héros, mis à part, comme je souligne très, très justement Aurélien, mis à part Spider-Man qui a la chance, au cours de sa longue carrière comics, d'avoir eu des adversaires vraiment marquants et tout aussi importants. Et c'est aussi le côté humain de Spider-Man qui doit aussi transparaître derrière. Il y a en creux quelque chose que nous indique, auquel me fait penser Batman au cinéma, c'est quand même que les autres super-héros sont à la ramasse et de ce point de vue-là, les autres films de super-héros sont généralement très faiblards au niveau des méchants. Quand on voit les quelques. Dans le Marvel Cinematic Universe, c'est quand même le gros point noir. C'est qu'il y a peu de grandes menaces très, très crédibles pour les super-héros, les Avengers, alors que tout de suite, Batman, on se retrouve généralement face à des adversaires dont on se demande comment il va s'en sortir. Bah oui, parce que même Loki, qui, bon, pour moi, hein, jusqu'à ce qu'arrive Infinity War, Loki, c'était l'un des rares super vilains vraiment réussis et charismatiques dans le Marvel Cinematic Universe. Et Loki est en dessous de la plupart des super vilains de Batman. Hein. C'est sûr. Et je te parle même pas du Baron Zemo. Oh non, ne m'en parle pas. Ne le chauffe pas, hein. Qui est quand même le pire gâchis de l'histoire du comics au cinéma, je pense. Attends, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, je trouvais que c'était le pire gâchis de l'histoire du comics, des comics au cinéma, c'est le Baron Zemo, je pense. Oui, c'est très dommage. Un personnage avec autant de potentiel qui est expédié de cette façon-là, c'est. Alors que Batroc avait été plutôt bien traduit. D'avoir voulu rendre trop réaliste, c'est Batman. Là, pour le coup, dans Civil War, ils ont voulu rendre ultra réaliste le Baron Zemo et c'était pas possible à ce point-là, quoi. Puis en plus, son origin story, là, elle a été complètement, C'était massacré. complètement massacrée, voilà. Bon, ben, dans le MCU, de toute façon, à part, je crois qu'on en avait déjà parlé tous les deux au travers de Fulguropop dans des commentaires, à part Thanos, qu'est-ce qu'on peut citer comme super vilain vraiment charismatique? Il y a Thanos, il y a le Soldat de l'Hiver, qui est pas mal. C'est le meilleur film en même temps hein, du MCU pour moi, le Soldat d'hiver. Donc je suis mauvais. Enfin, je suis peut-être pas bon, peut-être objectif, mais ouais. Il y a Jérôme aussi. Jérôme, attends, moi je l'ai affronté avec Captain America un soir là, dans une allée un peu sombre, ça fait peur. Ah, je t'ai cassé le cul. Alors, je suis pas assez calé pour parler du MCU, juste pour dire que les films que j'ai vus, bon, après, ça reste du très bon entertainment. Le seul truc que je vais dire, c'est que pour moi, le Spider-Man, il est pas. Les films de Spider-Man, ils ne mettent pas vraiment en bonne valeur. Ils peuvent faire beaucoup mieux avec le Spider-Man. Ouais, c'est le problème, c'est Sony ça. Voilà. Non, mais ils sont pas parfaits du tout les films de Spider-Man, on est bien d'accord, mais c'est pas les pires du MCU quand même. Hein. Non. On a vu pire. Je dis quand tu fais 20 films, tu as des chances qu'il y ait des merdes. Hein. C'est lequel pour toi le pire? Du MCU? Ouais. Je dirais Thor 2, Le Monde des Ténèbres. Ouais. Et toi, Aurélien? Le pire du MCU, moi, ça se joue comme blaster entre Thor 2 et peut-être également, parce que moi, j'ai vraiment pas accroché avec le premier Captain America. Quand tu vois comment ils ont ensuite transformé tout ça dans le Soldat de l'Hiver, on peut vraiment dire un grand merci aux deux frangins là, hein, parce que Russo. Je suis entièrement d'accord avec toi, ça fait partie des trois. Enfin, moi, dans mon trio mon tiercé de bas étage là, qui ferme le bal, il y a aussi Iron Man 3 que j'ai trouvé très en dessous. Aussi. ah oui, c'était une catastrophe. Ouais. Je l'avais oublié. Très peu de fanservice, très mal fait. Et, voilà, quoi.
Voilà, bon, moi, mais bon, pour revenir au DC Comics et à leur adaptation cinématographique, les dernières versions là, de Batman qu'on a vues avec Ben Affleck ont apporté quelque chose de nouveau, quand même, du point de vue de la représentation du personnage, après des acteurs qui étaient finalement, certes musclés, mais pas mastoc comme Ben Affleck. Je trouvais que physiquement, il y avait quelque chose de plus moderne et plus intéressant dans le Batman de Ben Affleck. Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, alors que les films sont des naufrages, hein, on est d'accord. Mais... Ça le rend plus mature, moi, je trouve. Moi, je les ai pas vus. Moi, c'est réglé. Ça me rappelle la conversation sur l'épisode 9 de Star Wars avec Jérôme. Alors, après, tu dis les films sont des naufrages. Moi, j'ai pas pris de plaisir en les regardant, c'est vrai. Je crois qu'il y a eu aussi un gros problème au niveau du montage de ces films, qui sont ensuite ressortis dans des versions qui ont été montées différemment et un peu plus longues, rallongées, Le BVS, et qu'il faut avoir vu, je pense. Ah bah je vais regarder alors. je le confirme. C'est pas le même film quand tu regardes la version cinéma et la version longue. Batman vs Superman, ça. Voilà, mais le problème, c'est que. Alors, t'as les pseudos. Et surtout Justice League. Hein. Pour la version longue, je parlais surtout de Justice League. Ah, la version longue? De quoi? De ce qui va sortir l'année prochaine? Voilà, c'est ça. Ah non, 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 non. Alors là, tu te plantes complètement. C'est pas une version longue. Là, ça va être carrément un autre film. C'est un autre montage, ouais. Ah non, non. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ce n'est pas du tout une version longue ou avec des scènes qui ont été coupées. Là, c'est carrément tout un film qui a été refait de fond en comble. Le scénario de Zack Snyder, il a été pris, il a été jeté à la poubelle. Là, tu vas avoir apparaître. Alors, le méchant principal qui était sorti au cinéma, c'était Steppenwolf. Là, je crois qu'il va avoir un rôle qui sera beaucoup plus mineur. Du coup, c'est Darkseid qui va apparaître. Dans le film, on va voir aussi Green Lantern. On devrait voir aussi normalement Martian Manhunter. On va partir sur un autre scénario. Il n'y aura rien à voir. Ça va être beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature. Tu l'as très justement dit. Après, moi, mon avis sur l'arc de Snyder, sur le DC Universe et sur Ben Affleck en Batman, moi, il y a un mot qui me vient en tête, c'est gâchis. Le Batman vs Superman, alors, c'est pas parfait, mais c'était prometteur. Ça aurait mérité un meilleur traitement. J'ai trouvé l'approche psychologique du Batman fatigué et usé par les combats pendant des années et des années, où il est très énervé, où tu as Lex Luthor qui te l'a chauffé bien comme il faut. Il aurait mérité de continuer, d'avoir son propre film solo. Moi, j'aurais préféré que ça continue avec lui plutôt que Robert Pattinson. Après, bon, je l'accueille, il n'y a pas de souci, j'irai le voir. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, sans trop rentrer dans du bashing. Ça, c'est une énorme connerie. Mais dommage, franchement dommage, parce qu'il y avait vraiment un gros potentiel et la possibilité d'aborder des méchants qui ont été soit pas abordés, soit qui mériteraient d'être mieux abordés. Je pense à Bane, je pense à Deathstroke, qui est un ennemi que j'apprécie beaucoup. Peut-être un nouveau Mr. Freeze. Enfin, la liste, elle est longue, hein. Il y a moyen de faire des choses. Et je sais qu'il y avait une scène finale où tu as Deathstroke qui rend visite à Lex Luthor et c'est dommage. Dommage, vraiment dommage. Ouais, c'est un vrai sujet de débat là, avec les annonces, notamment des nouveaux montages et des nouvelles versions des films qu'on a eu le droit. C'est auxquels on a eu le droit ces incroyable ce derniers qui temps. s'est passé. C'est-à-dire que les fans se sont mobilisés pour faire plier la Warner et dire non, mais nous, on veut. Alors, j'avais fait l'article sur Funko Pop. Bien sûr. Je crois que c'est du jamais vu dans le domaine du cinéma. Et là, ça a même donné le goût. Alors, je sais qu'apparemment, je n'étais pas du tout au courant que Suicide Squad, pareil, tu as des scènes qui ont été tronquées. Franchement, la Warner, ils ont merdé en fait. C'est la Warner qui a merdé. Et tu as aussi des pseudo-fans qui ont trouvé le Man of Steel un peu trop sombre, un peu trop mature. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'orientation des comics de chez DC. Dans ce cas-là, si vous voulez quelque chose de plus rigolo, de plus machin, faut aller chez Marvel.
Mais d'ailleurs, enfin, moi, je suis plus Marvel que DC et je regarde ça je regarde plus les films en tant que pour regarder les films plutôt que pour voir les aventures des héros. Mais je dois avouer que une partie du succès de Marvel, c'est son côté plus tout public qui permet aux familles d'aller le voir. Et qui permet aussi de vendre des jouets autour du truc. Parce que si tu fais des films plutôt tournés ado, adulte, tu as moins de chances de vendre des jouets. Et donc, en plus, quand c'est Mattel qui les fait, c'est pas toujours réussi. Et donc, le four des jouets autour de Batman et de Superman, des films Batman et Superman ces dernières années, s'explique aussi par le problème de ciblage des films qui étaient peut-être trop matures. Et c'est ce qui rend compliqué les adaptations. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens, de fans qui n'arrivent pas à comprendre, qui veulent absolument voir un comics fidèlement retranscrit au grand écran. Si ta volonté c'est de viser un public de passionnés, de connaisseurs, dans ce cas-là, oui, tu vas faire un copier-coller. Mais si effectivement ton but c'est de ratisser large et de viser le large public, les grands, les enfants, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas aussi, la plupart du temps c'est ça, ben là oui, tu as intérêt d'édulcorer l'œuvre. Alors Mais des depuis fois tout c'est à bien l'heure, fait, des fois c'est mal fait, mais c'est pour ça que je mets vraiment en avant le travail qu'a fait Nolan. Ce qu'il a fait pour moi, c'est du génie. Rendre réaliste et aussi toucher un large public, ce qui n'est pas évident à faire. Chapeau. parce que depuis tout à l'heure, on dit que le DC c'est plus mature, mais en fait, moi je vais mettre un bémol là-dessus, même si je l'ai dit aussi, hein, mais en fait, je vais mieux exprimer ma pensée de tout à l'heure. C'est qu'en fait, pour moi, c'est plus mature visuellement parlant, mais par contre, au niveau de l'histoire et de la narration, c'est beaucoup moins mature que les Nolan, hein. Il n'y a rien à voir. Les deux derniers, enfin Justice Ceux de la League Warner, ceux de la ouais, Warner, que ce soit Man of Steel, Batman versus Superman ou Justice League, c'est très mature visuellement, c'est très Oui, oui, sombre, oui, 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 ouais. oui, oui, bien très d'accord, oui, oui, oui. réussi d'ailleurs, très réussi d'ailleurs, moi je trouve à ce niveau-là. Mais par contre, au niveau de l'histoire, c'est beaucoup moins mature que ce qu'a fait Nolan, ou même ce qui avait été fait avant, ou ce qui est fait parfois dans le MCU, hein. Oui, oui. Bah, c'est vrai qu'il y a un côté plus simple. Hein. Les histoires n'est pas toujours super imaginative, ça se voit sur Justice League. Justice League, le scénario, il tient sur un confetti, quoi. C'est une Ouais. catastrophe, quoi. Un petit, un gros, ouais, un moyen confetti. Allez, un moyen confetti, ouais. Et Suicide Squad, c'est carrément sur un minuscule confetti. Ouais, mais après, il faut pas résumer à ces deux films, hein. Moi, l'écriture qui a été faite sur le Man of Steel, qui reste mon préféré de cet univers-là. Et Ouais, après, je suis le d'accord. BVS, après, tu as aussi la patte de Nolan, hein. Nolan, il te produit, je crois, au moins les deux premiers films, si c'est pas davantage. Et là, tu sens Non, mais l'approche qui a Man été of faite. Steel, moi, il m'avait hypé à fond, hein. Je me suis dit, mais s'ils refont tout de cette façon-là, on tient peut-être le meilleur univers de super-héros. Ça va défendre. Pour moi, quand j'ai vu Man of Steel, je me suis dit, c'est le premier. Ils vont monter en puissance. Ils vont Ouais, écraser complètement Marvel. Eh ben, c'est tout l'inverse qui s'est produit. exactement. Moi, Ça j'étais pour. déçu que Superman Returns soit pas mieux. Mais bon, j'avais beaucoup d'espoir dans Superman Returns. Et pourtant, il l'aurait mérité parce que Bah ouais, il y de avait. toutes les itérations de Lex Luthor, c'est. Oh merde, j'ai oublié son nom. L'acteur. Euh, Ah putain, le gars Non, c'est pas du Man, c'est. Une aide, s'il vous plaît, dans Usual Suspect, comment il s'appelle C'est ça. Kevin Spacey. Kevin Spacey, Kevin merci. Spacey, pour moi, c'est de loin le meilleur de tous les Lex Luthor. Ouais, mais alors bonjour le film, hein. Ah, c'est autre chose, c'est sûr. C'est sûr que Moi, c'est pas je au l'ai vu au niveau. cinéma, c'est rare que j'ai envie de partir. Et franchement, là, j'avais vraiment envie de me lever, quoi. Ça m'arrive rarement aussi, mais je te comprends. Ah, c'était dur, là. Mm.
Ouais, c'est dommage, hein, parce qu'effectivement, comme tu disais, mais c'est encore une fois, c'est des fois le méchant qui te donne envie de rester un peu. Mais Lex Luthor, c'est aussi un autre méchant de la DC qui a eu des itérations assez marquantes. Alors, je suis pas trop fan de celle de Jesse Eisenberg, mais celles de Gene Hackman ou de Kevin Spacey sont vraiment remarquables, hein. Dans des styles différents, hein, mais c'est vraiment moi, des personnages qui m'ont marqué plus que Que le d'autres. héros, ouais. Ouais, Et alors, pour mais c'est revenir le sur côté ce que Boy je Scout disais tout à de, l'heure le côté Boy de Scout de Superman, Superman fait que ouais. moi Mais pour marquant. revenir sur juste un instant sur le Joker, Ouais. donc il y a Nico qui avait fait un très bel article expliquant qu'il a des origines françaises, mais j'avais lu un sondage où apparemment dans l'industrie du cinéma, c'est le personnage qui a le plus de succès, hein, de tous les méchants confondus, y compris avec Dark Vador. D'ailleurs, je crois Ouais. que Vador il finit deuxième. C'est vrai, tu crois? Il y a un classement comme ça des méchants les plus marquants du cinéma. J'essaie de de te Ah retrouver ouais. si tu retrouves. Bah écoute, Ouais, passer devant Vador, ça me paraît compliqué, quoi. bah, t'as des films. Après, si le site a été trafiqué pour qu'il y ait que des fans de DC qui se connectent, ça peut aider. Ouais, Sauf à considérer que Vador est pas vraiment un méchant aussi, c'est hein. ça. Là, on arrive à autre chose, là. En, Après, film, il y a le- en méchant, ceci dit, dans le cinéma, il y a les méchants les plus marquants. Il y a plusieurs façons de l'interpréter. Tu peux avoir un méchant très marquant, et encore ce Kevin Spacey l'est dans Seven, où il est flippant à souhait. Ouais. Et c'est pas du tout sur le même genre de cinéma. Ou alors Hannibal Lecter, t'as un truc qui est bien flippé. Et c'est vrai que pour le coup, ils sont moins visuellement marquants que le Joker ou que Dark Vador, mais ils ont une présence à l'écran ou une présence après dans l'imaginaire collectif où tu te dis ça c'est un vrai méchant. Alors que effectivement que ce soit le Joker par son côté un peu malade mental, mais assumé et régulièrement interné et relâché, et où Dark Vador, par son côté histoire personnelle, bascule du côté obscur, rédemption, a une trajectoire à la limite plus humaine que un malade mental comme, enfin un malade mental, qu'un, qu'un, qu'un- que le John Doe dans Seven, C'est pour ça que même je qui est disais, est-ce carrément que inhumanisé, Dark quoi. Vador peut-il vraiment être considéré? Enfin, évidemment que comme ça, d'entrée de jeu, tu dis Dark Vador, c'est un gentil ou un méchant. 90% des gens vont te répondre méchant. Mais si tu commences à lancer vraiment le sujet, est-ce que c'est vraiment un méchant? Tu vois? Ça peut être intéressant, hein, c'est pas le débat de ce soir, Non, non, mais mais ça pourra faire l'objet d'une discussion, je pense. On pourra en revenir ah, dessus. ça peut être intéressant, ouais. Sur deux films, c'est un méchant exceptionnel. Carrément. Sur Mais le reste, moins. Tu dis, tu sais, à un moment, tu dis John Doe et Hannibal Lecter, c'est surtout par leurs actes qu'ils sont méchants, tandis que le Joker et Dark Vador, c'est plus par leur physique ou leur prestance. Mais je suis d'accord avec toi, mais et en même temps, je vais apporter un petit bémol. Si tu prends que Star Wars épisode 4, Dark Vador est marquant par sa présence physique et quelques actes, mais c'est surtout à partir pour moi hein, du numéro 5 de l'Empire contre-attaque, où vraiment, là, c'est vraiment surtout par ses actes qu'il devient vraiment extrêmement charismatique en tant que méchant et marquant en tant que méchant de l'industrie du cinéma. Quand il élimine plusieurs de ses officiers successivement pour leurs échecs, il prend une dimension un peu différente, alors que dans l'épisode 5, dans l'épisode 4, il est quand même sous la coupe, sous l'autorité de Tarkin. Ah oui, carrément. Carrément. Et puis dans l'épisode 5, il y a Un pas qui l'enjambe dans les. Hmm. Allô? dans l'épisode 5, il a un peu ce côté aussi. Je vais peut-être abuser là, mais c'est pour vous faire, pour faire un parallèle facile et compréhensible tout de suite. Il a un petit côté Terminator aussi.
où il suit systématiquement les héros et c'est un peu le méchant increvable, toujours là au mauvais moment, quand tu t'y attends pas. Il a un peu ce côté-là aussi, à toujours rappliquer au mauvais moment. On a perdu Aurélien. C'est flippant, moi, je trouve, dans le 5. Ah, on retrouve Aurélien. Si je peux me permettre juste d'apporter petite précision à nos auditeurs, c'est bien un podcast sur Batman. Hein, Ouais. ne changez pas de chaîne. Voilà, c'est juste une petite aparté. Attends, Batman comme Dark Vador, ils ont une cape. Et ils sont en noir. C'est ça. Il parle avec une grosse voix. Il parle avec une grosse voix. Il y en a un, les gitanes, il les a fumés. Hein. Et ils ont de la sauce. Ouais. Et ils ont une ceinture tous les deux. Et ils ont une ceinture tous les deux. La voix de Batman, c'est également un des points forts des films de Nolan, je trouve. Ah, moi, j'aime pas du tout. C'est marrant. Ouais. Je déteste ça. C'est la voix un peu éraillée, forcée, je trouve ça pas très réussi, personnellement. Ouais, ça fait forcer, ouais. C'était mieux avec Ben Affleck que j'ai trouvé. Je trouve aussi. Mais tu vois, on n'est jamais d'accord, Aurélien. Vous êtes tous contre moi, alors. Mais non. Mais moi, j'ai trouvé ça vachement bien parce qu'en en fait, il a un petit appareil. Hein. Il met un petit appareil sur la gorge qui lui éraille la voix. Hein. Ouais. Ouais, mais bon, Batman, il n'est pas censé avoir une trachéite. Quoi. Là aussi, dans le côté très réaliste de ce qu'a voulu faire Nolan, je trouve ça très réussi parce que pour la première fois, justement, Batman ne se contente pas tout à coup de prendre une voix rock pour faire le méchant ou le gars qui fait peur au méchant plutôt. Il met vraiment un dispositif sur sa gorge qui fait que la voix se transforme. Et j'ai trouvé ça super bien trouvé, moi. Moi, ce que pour faire peur et pour pas qu'on le reconnaisse. Mais après, si la voix rock est éraillée qui pose souci, moi j'ai une solution qui est toute simple. Le prochain coup, on met un tourteau dans le slip de Batman et ça le rendra un petit peu émotif, je pense. C'est un concept. C'est le Batman sado, enfin surtout Mazo. Mais il y a, moi ce que j'ai bien aimé par contre dans les Nolan, c'est alors je crois que c'est dans le 2. Il développe quand même quelques trucs pour essayer de cacher son identité en se trouvant des alibis quand même. Enfin, je trouvais ça assez intéressant. Il y a cette approche quand il loue le yacht là, avec les danseuses et qui se. Enfin, il y a une dimension. Comment il fait Batman pour qu'on le reconnaisse pas, quoi, qui va dans le sens de ce que tu expliques, hein, Aurélien, que je trouve plutôt intéressant. C'est abordé aussi avec beaucoup d'humour dans le Begins, quand il se réveille après sa première nuit passée, et donc il y a Alfred qui va le voir, qui lui dit en gros, je vous suggère d'avoir une vie de playboy, de milliardaire, de flambeur, comme ça va masquer un petit peu me cacher votre seconde activité, et qui sait, peut-être que vous prenez un peu de plaisir, on pourrait en avoir pour de bon par accident. Donc j'ai adoré. Ce que je trouve intéressant dans cette approche, comme tu l'as dit, Julien, c'est qu'en plus, quand il le fait, on sent qu'il est mal à l'aise. Moi dans les exemples que vous avez donnés, je suis complètement d'accord avec vous, mais moi, l'exemple qui me revient tout de suite en tête, c'est quand il va au restaurant. C'est dans le deuxième, ça, hein, c'est dans The Dark Knight. Il va au restaurant avec deux top modèles, et puis russes, et puis il finit par prendre un bain dans le restaurant, là, dans le truc qui est là pour la décoration. Là, il prend c'est dans le Begin, ça, c'est pas dans le Dark Knight. Mal à l'aise au milieu de tout ça, et son mal-être, je trouve, est génialement retranscrit. Il se force en fait à le faire, mais complètement contre nature, et il le vit super mal. Et j'ai trouvé ce moment-là effectivement très intéressant. C'est intéressant que tu en parles, Julien. Après, il faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas Bruce Wayne qui se déguise en Batman, c'est Batman qui se déguise en Bruce Wayne. Et c'est c'est aussi. Ah, moi je suis pas d'accord avec ce point de vue-là. Ah, ça, ils recommencent tous les deux. Ah, moi je suis pas d'accord. Moi, pour moi, c'est Batman qui se déguise en Bruce Wayne. Et c'est ça qui fait qu'il est mal à l'aise. C'est pas faux, hein, j'y avais pas pensé selon ces termes-là, mais ça me parle. Il y a quelque chose. Le vrai qui se déguise en Bruce Wayne pour cacher sa rage et sa haine. C'est plutôt. On t'a pas entendu, Aurélien. Superman, et il se déguise en Clark Kent. Ouais. Bruce Wayne, il se déguise en Batman, et ensuite, si tu veux,
Batman prend le dessus sur lui, le bouffe complètement, et il est obligé ensuite de se redéguiser en Bruce Wayne. C'est plutôt comme ça, quoi. Là, je suis d'accord avec toi. Si on dit qu'il est d'abord Bruce Wayne, ensuite Batman, et qu'ensuite il est obligé de se redéguiser en Bruce Wayne, là, je suis d'accord avec toi. Mais au départ, il est Bruce Wayne quand même. Oui, non, au départ, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, Superman, au départ, il est Superman, et tout le temps, il doit se déguiser en Clark Kent. Là, je suis bien d'accord avec toi aussi. Il n'existe pas, quoi, hein, pour ainsi dire, quoi. Ouais. Voilà. C'était le mot de la fin. Ça me fait penser à ta tranche napolitaine de Bruce Wayne et de Batman, ça me faisait penser à Kaamelott quand il dit il était mi-ours, mi-scorpion et re-mi-ours derrière. Excellent ça. Mais faut vraiment qu'on poursuive sur les méchants. À la limite, il faudra qu'on se fasse un truc sur les méchants du cinéma. Il y a un truc à faire, ce sera un sujet de discussion, je pense, important. Mais il y a un autre élément qu'on a un tout petit peu abordé et avant de finir, qu'on voit, mais qui est un élément essentiel dans Batman, c'est Alfred. Ah oui. Et c'est vrai que là où Jeremy Irons, moi, il me fait beaucoup rire hein, dans les derniers Batman, Jeremy Irons, parce que quand il joue le rôle d'Alfred, j'ai l'impression que même lui ne croit pas au film. Hein. Il regarde le truc, il est complètement. Qu'est-ce que je fous là? Il est complètement désabusé vis-à-vis des réactions de son poulain et de ce qui se passe autour de lui. C'est assez dingue. Mais Michael Caine, je l'ai trouvé d'une incroyable justesse et tendresse vis-à-vis de Bruce Wayne. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup hein, et qui pour le coup, m'a fait adhérer encore plus au film de Nolan, malgré les petites préventions que j'avais autour de certains éléments du design ou du personnage de Bruce Wayne de Christian Bale. Et je ne sais pas si vous avez l'impression aussi que c'est un personnage important, mais il a un côté. C'est pour moi mon préféré, ça reste effectivement Michael Caine. Idem. C'est-à-dire qu'il y a une trilogie où où le personnage il a eu le temps d'être un petit peu plus développé et abordé. Donc quand tu parles de cette espèce de bienveillance, de tendresse, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai adoré ces petits échanges comiques pleins de sarcasme. Oui, mais après, celui de Jeremy Irons, pour moi, il ne mérite pas pour autant. Après, si on sort de l'univers cinématographique, j'ai beaucoup aimé aussi celui qui proposait la série Gotham. Toujours pareil, cette espèce de tendresse, de bienveillance. Ça. Et après, ces petites punchlines, moi, il me régale, Alfred. Moi, je prends des notes, hein, franchement. Mais d'ailleurs, le point commun entre les deux, entre Gotham, enfin, malgré son côté un peu dystopique, et dans Batman, et les films de Nolan, c'est que justement, il y a l'accompagnement par Alfred du jeune Bruce Wayne vers ce qui devient Batman, quoi. Exact. Alors que dans les autres, il est là, ça peut être le larbin de service, il pourrait l'avoir pris à 25 ans, ce serait pareil, quoi. Et il y a un autre support dans lequel tu le vois aussi accompagner Bruce Wayne quand il commence à devenir Batman. Alors, ça rentre pas, ça rentre en profondeur. C'est le film animé Batman contre le fantôme masqué. Oui. Et c'est aussi une œuvre où tu le vois accompagner Bruce Wayne dans ses premiers pas en tant que Chevalier Noir. Et moi j'ai encore en mémoire la réaction qu'il a Alfred quand il voit son protégé pour la première fois mettre le costume. Il se chie dessus littéralement. Il est vraiment excellent et à conseiller à ceux qui aiment Batman et qui l'ont pas encore vu. Hein. Moi la série animée ça reste mon œuvre préférée, tout support confondu, hein, que ce soit en jeu vidéo, en film, en série. La série animée pour moi c'est le top. Non, mais contre le fantôme masqué, là, celui dont tu parlais juste avant. Ouais. Ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Excellent. Hein, excellent. Ouais. Très bon. Et ben, sur ces bons conseils, on va arrêter là. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur cet aspect de Batman, sur ces aspects de Batman, parce qu'on en a passé en revue quelques-uns quand même. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite à tous et à tous d'avoir pris autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à échanger entre Aurélien, Nico, Jérôme et moi, pour pouvoir peut-être avoir envie de nous écouter sur d'autres sujets à l'avenir ou sur des trucs qu'on a déjà enregistrés. À très bientôt sur Futuropop. Merci à vous les gars. À bientôt. Salut. Salut. Bye bye.